Et si je vous disais qu'un simple champ magnétique pouvait faire tourner la lumière? Non, ce n'est pas de la magie, c'est de la physique. Et c'est surtout un phénomène qui, sans que vous le sachiez, joue un rôle clé dans des technologies que vous utilisez peut-être tous les jours. Dans les télécommunications par fibre optique, dans les systèmes de navigation spatiale ou encore dans certains capteurs utilisés en médecine, notamment dans les IRM et les dispositifs de surveillance optique. Ce phénomène, c'est l'effet Faraday. Une interaction étonnante entre la lumière et le magnétisme. Mais avant de plonger dedans, il faut d'abord comprendre un concept fondamental, la polarisation de la lumière. Car sans elle, impossible de saisir ce que Faraday a réellement découvert. Alors, reprenons les choses dans l'ordre. Comment Michael Faraday, sans diplôme ni formation académique, a-t-il changé à jamais notre vision de la lumière et du magnétisme? Pour le comprendre, on va remonter le temps, poser les bases et découvrir ensemble un effet qui unit deux mondes, celui de l'optique et celui de l'électromagnétisme. Une aventure scientifique fascinante. Mais avant de nous lancer dans cette petite aventure scientifique, prenons un moment pour revoir quelques notions essentielles. D'abord, qu'est-ce que la lumière? Et par extension, qu'est-ce qu'une onde électromagnétique? Une fois ces bases posées, nous pourrons aborder un concept clé pour comprendre l'expérience, la polarisation de la lumière. Reprenons, une onde électromagnétique est composée de deux champs, un champ électrique E et un champ magnétique B, qui oscillent perpendiculairement l'un à l'autre, et tous deux perpendiculaires à la direction de propagation. Mais dans la lumière naturelle, celle émise par le soleil, une ampoule ou la plupart des sources classiques, le champ électrique n'oscille pas dans une direction unique. Il change constamment d'orientation, de manière aléatoire, dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation. Autrement dit, l'onde lumineuse n'est pas polarisée. Le vecteur E peut pointer vers le haut, vers la droite, en diagonale, et cette orientation varie de façon désordonnée d'un point à l'autre. La polarisation de la lumière correspond justement à l'orientation du champ électrique au cours de la propagation. Une lumière est dite polarisée lorsque le champ électrique oscille selon une direction déterminée et stable dans le temps. On parle alors de lumière polarisée linéairement si E reste confiné dans un seul plan. Mais il existe aussi d'autres types de polarisation selon la manière dont le champ évolue dans le temps. Il existe trois types principaux de polarisation qu'on distingue en observant la trajectoire du champ électrique dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation de la lumière. Le champ électrique oscille toujours dans la même direction. Vu de face, son extrémité trace une ligne droite. Le champ électrique tourne à vitesse constante. Dans le plan transverse, son extrémité décrit un cercle. Le champ électrique tourne aussi, mais avec des amplitudes inégales ou un déphasage différent. Sa trajectoire devient alors une ellipse. On vient de voir que la lumière peut être polarisée, c'est-à-dire que son champ électrique peut osciller dans une direction bien définie. Mais ce que l'on sait moins, c'est que cette direction de polarisation peut être modifiée sous l'effet d'un champ magnétique. Et c'est justement ce qu'a découvert Michael Faraday au XIXe siècle. En cherchant à établir un lien entre lumière et magnétisme, il a mis en évidence un phénomène surprenant, qui allait marquer une avancée majeure en physique. Ce phénomène, c'est l'effet Faraday. Maintenant que nous avons compris ce qu'est la polarisation de la lumière, que nous pouvons globalement résumer en une phrase comme étant le fait de donner une orientation privilégiée au champ électrique d'une onde électromagnétique, nous allons pouvoir revenir à notre sujet principal, l'effet Faraday. Et pour cela, faisons un bond en arrière, à une époque où la physique connaît de grandes avancées, mais où la lumière reste encore un grand mystère. À cette époque, on ne sait pas encore si la lumière est une onde ou une particule. Nous sommes à Londres en 1845 dans le laboratoire de Michael Faraday, un des plus grands scientifiques autodidactes de l'histoire. À cette époque, il a déjà révolutionné le monde avec ses travaux sur l'induction électromagnétique. Mais sa soif de comprendre le lien entre l'électricité, le magnétisme et la lumière ne s'est pas encore apaisée. Faraday eut une intuition. Et si la lumière, tout comme l'électricité et le magnétisme, faisaient partie d'un même phénomène, alors il se lance dans une série d'expériences. Son idée ? Faire passer de la lumière à travers un matériau transparent, tout en appliquant un champ magnétique puissant. Faraday place un morceau de verre spécial, du verre flin, entre les pôles d'un électroaimant. Il envoie ensuite un faisceau de lumière polarisé à travers ce verre. Voici un schéma explicatif qui illustre clairement l'expérience mise en place par Faraday. On voit tout d'abord un champ électrique incident, autrement dit un faisceau lumineux, qui entre dans un morceau de verre flin. Ce verre est soumis à un champ magnétique imposé, et ce que Faraday observe ensuite est tout simplement remarquable. Le champ électrique de la lumière est polarisé, c'est-à-dire qu'il subit une rotation d'un angle β. Et cet angle β n'est pas aléatoire, il dépend directement de l'intensité du champ magnétique appliqué. Plus le champ est fort, plus la rotation est importante. C'est la première fois qu'on démontrait un lien direct entre lumière et magnétisme.
Faraday vient de découvrir ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet Faraday. Cette découverte ouvra la voie à une nouvelle vision de la physique, d'un univers connecté où les phénomènes électriques, magnétiques et lumineux ne sont que les manifestations d'un même champ. Quelques années plus tard, James Clerk Maxwell, inspiré par Faraday, formalisera cette idée dans ses fameuses équations de l'électromagnétisme. Quelques années après la découverte de l'effet Faraday, un physicien français entre en scène, Émile Verdet. Dans les années 1850, soit 5 à 10 ans après les travaux de Faraday, Verdet s'inscrit dans un élan scientifique français qui cherche à mettre des équations sur les phénomènes électromagnétiques observés par les Anglais. Vulgarisateur brillant, mathématicien rigoureux et expérimentateur précis, Verdet joue un rôle essentiel. Il quantifie l'effet Faraday et il parvient à formuler une équation qui décrit la rotation de la lumière polarisée à travers un matériau soumis à un champ magnétique. Selon lui, l'angle de rotation, noté β, est proportionnel à l'intensité du champ magnétique appliqué, à la longueur du matériau traversé et à un coefficient spécifique qu'on appelle désormais le coefficient de Verdet. Ce coefficient dépend de la longueur d'onde de la lumière utilisée. Autrement dit, la rotation varie selon la couleur de la lumière. Grâce à cette formulation, Verdet permet non seulement de comprendre l'effet Faraday mais aussi de le mesurer avec précision. Son travail ouvre la voie des applications concrètes dans l'optique et les télécommunications. Maintenant que nous avons compris ce qu'est l'effet Faraday, il est temps de passer à l'expérimentation. Nous allons nous aussi tenter de mettre en évidence cet effet à travers une expérience concrète. L'objectif ? Mesurer la polarisation de la lumière induite par un champ magnétique afin de pouvoir calculer le coefficient de Verdet pour une longueur d'onde donnée. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur l'équation que nous avons vue précédemment. On remarque que le coefficient de Verdet correspond à un nombre de degrés de rotation par unité de champ magnétique et par unité de longueur du matériau. Autrement dit, pour le mesurer, l'idée est simple. On va imposer un champ magnétique variable à l'intérieur d'un matériau transparent et trouver un moyen de mesurer l'angle de polarisation, noté β, qui sera induit par ce champ magnétique. Pour calculer le coefficient de Verdet, nous allons utiliser le montage expérimental suivant. Au centre du dispositif, on retrouve notre verre plein, d'une longueur de 3 cm, le matériau pour lequel nous souhaitons déterminer le coefficient de Verdet. Ce verre est entouré de 2 bobines placées en série, alimentées par un générateur de courant modulable. Ces bobines permettent de créer un champ magnétique variable, en faisant varier l'intensité du courant qui les traverse. Pour aller plus loin, nous avons mesuré le champ magnétique généré pour différentes valeurs d'intensité électrique et tracé la courbe B égale F de I. On constate que cette courbe est linéaire, mais ne commence pas à l'origine. Pourquoi ? Parce que dans notre laboratoire, plusieurs appareils électriques présents autour du montage génèrent un champ magnétique résiduel, qui vient s'ajouter à celui des bobines. Nous avons ensuite placé 2 polariseurs de part et d'autre du verre plein et un photodétecteur à l'extrémité du montage chargé de recevoir la lumière transmise. Ce système va nous permettre de faire varier et mesurer l'intensité lumineuse transmise à travers les polariseurs et le verre plein. Selon le formalisme de Jones, cette intensité suit la loi de Malus, I égale I0 cos carré de θ, où θ représente l'angle entre les 2 polariseurs, le premier étant orienté à 0 degré. Voici maintenant comment nous avons procédé. Nous avons réglé les polariseurs pour que l'intensité lumineuse détectée soit nulle, c'est-à-dire que les polariseurs sont croisés. Nous allons maintenant augmenter le champ magnétique appliqué au verre plein. Cette augmentation provoque une rotation du champ électrique de la lumière et donc, comme nous l'avons vu avec la loi de Malus, une augmentation de l'intensité lumineuse transmise. Rappelons que nous avons initialement réglé les polariseurs de façon à annuler complètement cette intensité. Ainsi, toute variation observée est directement liée à la rotation du plan de polarisation. En mesurant cette augmentation d'intensité lumineuse et en nous appuyant sur la courbe I de θ que nous avons nous-mêmes tracée, nous pouvons retrouver avec précision la valeur de l'angle β. Dans notre expérience, pour une augmentation de champ magnétique de 87 minutes là, nous avons observé une variation d'angle de 15 degrés. En réalisant le calcul du coefficient de Verdet avec notre laser de 630 nanomètres, nous obtenons une valeur d'environ 100 radians par mètre par Tesla. Si l'on compare ce résultat à ceux issus d'autres études, on observe que, pour cette même longueur d'onde, la valeur de référence est d'environ 25 radians par mètre par Tesla. Nous sommes donc dans le même ordre de grandeur, ce qui est plutôt encourageant. Mais on constate tout de même une différence significative. Cette différence peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Tout d'abord, la mesure du champ magnétique a pu être perturbée par la présence de champs parasites dus aux nombreux équipements électriques dans l'environnement du montage. Ensuite, il faut tenir compte des incertitudes liées aux instruments de mesure eux-mêmes. Et enfin, certaines erreurs peuvent aussi venir de l'expérimentateur, notamment lors de la collecte des données ou de la construction des graphiques. L'effet Faraday, c'est bien plus qu'une simple rotation de lumière dans un matériau. C'est un pont entre l'optique, l'électricité et le magnétisme, un phénomène qui illustre à merveille l'unité des lois physiques. À travers cette expérience, nous avons non seulement revu les fondements de la polarisation, mais aussi mesuré nous-mêmes le coefficient de Verdet.
montrant ainsi que des idées formulées au XIXe siècle restent profondément actuelles. Malgré les incertitudes et les imperfections expérimentales, nous avons pu observer et quantifier un effet physique à la fois subtil et fondamental. C'est ça, la beauté de la physique. Partir d'une simple intuition comme celle de Faraday et, près de 2 siècles plus tard, la reproduire avec nos propres mains. Merci d'avoir suivi cette exploration scientifique et surtout, continuez de vous poser des questions, c'est le point de départ de toutes les découvertes.